et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Dans quelques jours à Rome sera élu le 267e pape par un conclave de cardinaux. Et pour parler de la généalogie du conclave, de ses origines médiévales, j'ai le plaisir de retrouver Étienne Anaïm. Bonjour. Bonjour André. Alors on a déjà discuté à ce micro récemment dans l'émission La Fabrique des Annales. Vous êtes directeur d'études à l'EHSS. Vous venez de publier avec Paul Pascoli aux éditions de Minuit un livre passionnant d'histoire intellectuelle sur Bourdieu et Panofsky pour lequel on va programmer un entretien. Mais aujourd'hui, vous êtes là avec votre casquette, pour ne pas dire votre tiare initiale de spécialiste de la papauté médiévale, puisque vous avez, entre autres, réalisé une thèse sur la cour de Clément VI à Avignon. Est-ce que je peux commencer par vous demander votre réaction de médiéviste à la passion que suscite dans les médias, les commentaires, le conclave à venir, quelques mois d'ailleurs après la sortie du film Conclave, adapté d'un best-seller de Thomas Harris. Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Alors, ça provoque un intérêt, un peu d'amusement aussi, parce que l'intérêt pour le conclave est un phénomène très ancien, c'est-à-dire qu'on voit se réactiver périodiquement dans les médias. Ce matin, je lisais Libération avec un portrait des 15 papables les plus probables. Donc, cette idée de spéculer sur les élections, de spéculer à la fois pour rire d'une certaine façon, et on en reparlera peut-être parce que ça a été un phénomène qui a occasionné des paris. Aujourd'hui encore, il y a des bookmakers qui s'intéressent au conclave. Et puis un phénomène sérieux parce que malgré tout, même si l'Église catholique, même si le Vatican n'ont plus la puissance qu'ils ont pu avoir pendant un temps dans l'histoire européenne et l'histoire mondiale, cela reste une position extrêmement visible dans la géopolitique et dans la spiritualité internationale. Donc c'est amusant de voir que tout d'un coup, une série de gens redécouvrent le fait qu'il y a des procédures qui sont parfois complexes, des pratiques dans les coulisses, des formes électives auxquelles on n'est pas forcément habitué, et tout ça le temps d'une semaine environ, puisque actuellement les conclaves durent rarement très longtemps. Ça renvoie aussi au paradoxe de la papauté, qui est une des rares institutions contemporaines, peut-être l'université aussi à sa façon, mais la papauté c'est sans doute encore plus marqué, qui présente autant de continuité symbolique et pratique avec la période médiévale. Là on a vraiment à la fois l'apparence de la continuité, évidemment énormément de choses qui ont changé, vous l'avez dit, mais on a l'impression de voir se dérouler sous nos yeux quelque chose qui est ritualisé à la façon dont certaines choses pouvaient être ritualisées au Moyen-Âge. Alors, vous avez raison en un sens, et je dirais qu'au-delà même de la papauté, ça exprime quelque chose de la nature de l'Église catholique. C'est-à-dire ce sens de la continuité, de la tradition, mais dont il faut bien comprendre que il repose essentiellement sur la capacité précisément à faire évoluer les choses tout en prétendant toujours se réclamer d'une tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que le conclave qui est face à nous est une sorte de survivance médiévale. Et en réalité, on en parlera, ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le conclave est un objet éminemment historique qui s'est transformé de manière incroyable au cours du temps. Alors, certes, il y a une question qui est celle de la désignation du chef de l'Église catholique, le pape. Et cette question, elle a été posée tout au long des 2 derniers millénaires, mais elle a été posée de manière extrêmement différente. Et une part de la force de l'Église catholique consiste précisément à naturaliser cette tradition, c'est-à-dire à faire comme si tout était déjà là et qu'au fond, on ne faisait que s'inscrire dans quelque chose qui existait déjà. Alors tout n'est pas déjà là, puisque le pape n'a pas toujours été un personnage aussi éminent dans la chrétienté occidentale. Il était l'évêque de Rome, mais un évêque de Rome qui n'avait pas de pouvoir de décision, de nomination, de trancher des litiges démesurés avant le XIe siècle. Alors sans doute il faut partir de ce XIe siècle et du moment où, après avoir longtemps été désigné, choisi, un peu coopté, notamment par les empereurs, les papes s'autonomisent. Qu'est-ce qui se passe au XIe siècle ? Alors, on peut même partir d'avant, hein. Vous avez raison de rappeler qu'au départ, le pape n'est que l'évêque de Rome, c'est-à-dire un évêque parmi les autres. Et au fond, la désignation du pape pose la question, pour l'Église primitive, de la désignation des évêques. Qui décide qui doit être évêque dans ce contexte ? Et cet évêque-là en particulier, parce qu'il a une forme de primauté spirituelle et de primauté honorifique qui fait que c'est une sorte de primus inter pares. Donc il a une dignité particulière, donc le fait de le désigner a une importance particulière. Mais dans l'Église du Haut Moyen-Âge, si vous voulez, cette question se pose de façon beaucoup plus large. Et on considère que dans les tout premiers temps, finalement, c'est l'assemblée des fidèles qui désigne ces évêques. Alors évidemment, ces fidèles du IVe, du Ve siècle, de ce monde tardo-antique, héritier de l'Empire romain, ces fidèles, ce sont des gens qui ont des voix au chapitre un peu différentes. Donc
Dès la fin de l'Antiquité, les pouvoirs laïques, un certain nombre de figures centrales interviennent davantage dans la désignation. Il faut rappeler le concile de Nicée convoqué par l'empereur Constantin en 325, qui est ce moment de tournant dans lequel l'empereur va d'une certaine manière affirmer sa prééminence sur l'Église. Puis après, vous l'avez dit, des tas de gens se mêlent de l'élection pontificale, l'empereur byzantin, un certain nombre de souverains barbares, les empereurs carolingiens, les grandes familles romaines, les empereurs ottoniens. Mais pour comprendre cette histoire, il faut comprendre que c'est toute l'Église du premier millénaire qui est différente. Et vous avez raison de souligner le tournant du XIe siècle. Toute l'Église du premier millénaire qui est différente parce que c'est la conception même de la séparation des clercs et des laïcs qui n'est pas la même. Oui, quand on lit Grégoire de Tours, par exemple, on a l'impression que les évêques, il y a souvent des chaises musicales et qu'il y a des rois mérovingiens qui peuvent choisir un tel, le remplacer, donner un siège à un autre, et que voilà, ça se passe quand même dans des sphères de pouvoir où les souverains ont leur mot à dire. Effectivement, c'est une autre Église. En fait, il faut vraiment le voir comme ça, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la tradition. Une des choses intéressantes pour parler du conclave aujourd'hui, c'est d'avoir en tête le fait que le conclave permet, au fond, de faire l'histoire de l'Église. Et l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de différentes églises qui se sont succédées dans le temps, mais dont l'Église fait semblant qu'il s'agit toujours de la même Église et qu'il y a une forme d'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ce qui distingue très profondément l'Église catholique des autres églises chrétiennes, c'est-à-dire ce sens de l'historicité et ce sens de la tradition qui accumule, je dirais, une forme de patrimoine historique et institutionnel. Donc, une autre Église au Moyen-Âge, une Église dans laquelle la distinction entre clerc et laïc est beaucoup moins fortement affirmée, dans le sens où ceux qui sont vraiment à part du monde, c'est les moines. En revanche, les grands clercs qui sont séculiers, à commencer par les évêques, jouent un rôle qui est un rôle politique, sont issus des grandes familles, sont nommés, peuvent effectivement changer de position. C'est la même question pour le patrimoine. Les grandes familles qui donnent des propriétés à l'Église continuent à les exploiter. Ça sera une des grandes questions de la deuxième partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire à qui appartient le patrimoine de l'Église? Est-ce qu'il appartient aux grands donateurs qui lui ont donné, ou est-ce qu'il appartient à l'Église en propre d'une manière autonome? On sait que la question se pose aussi sur le mariage, c'est-à-dire qu'autant les moines sont effectivement exceptés de la sexualité en théorie dès le début, autant les clercs séculiers ont une vie conjugale là aussi jusqu'au Moyen-Âge central. Donc une autre église, et dans cette autre église, ça n'est pas une immixtion des laïcs et des puissants que d'intervenir dans la désignation du pape. C'est normal, ça fait partie du système. Et c'est au XIe siècle que les choses changent. Si je reviens là-dessus, ça fait partie du système aussi parce que ils ont besoin l'un de l'autre. Les empereurs ont besoin des papes pour être légitimés, pour être couronnés, même si dans quel ordre ça se fait, on sait qu'avec le couronnement de Charlemagne, ça a été l'objet d'un petit peu de tension, mais malgré tout, c'est normal parce que pour les empereurs, notamment les empereurs germaniques, les empereurs carolingiens puis ottoniens, c'est important de tenir d'une certaine manière la papauté qui est l'une des clés de leur propre souveraineté. Absolument, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du concile de Nicée et de Constantin, s'est produit une sorte d'alliance entre ce qui devient une religion d'État, ce qui n'était pas du tout le cas dans le christianisme très primitif. Il faut imaginer qu'en 325, il y a déjà 250 ans de christianisme qui se sont écoulés, qui eux-mêmes ont été complètement effacés par cette intégration du christianisme à la romanité à partir du IVe siècle. Et cette intégration, elle va produire ce monde de cogestion où les clercs sont en quelque sorte les officiants du sacré, mais où à côté, les empereurs et d'autres souverains qui manipulent le pouvoir temporel, la force de contrainte, finalement ont besoin des clercs autant que les clercs ont besoin d'eux. Et du coup, à partir du XIe siècle, se produit un des grands tournants sur lesquels l'historiographie des 20 dernières années a beaucoup insisté, qu'on nomme la réforme grégorienne, même si ce terme lui-même date du XIXe siècle, mais ça englobe toute une série de grandes transformations de l'Église qui se rénove, se purifie, se sépare davantage des laïcs, s'autonomise. Et un des moyens de le faire, c'est de considérer que les papes ne doivent plus être dans la main des empereurs. Il y a notamment des troubles très forts à Rome vers 1046-1047 avec des papes qui sont succédés, des violences, des nominations pontificales extraordinairement désordonnées. Et d'une certaine manière, pour s'abstraire de ces contraintes et de la désignation extérieure par les empereurs, les papes considèrent que désormais il faut qu'ils soient choisis par des hommes d'église. Alors, vous avez raison, il y a une transformation profonde qui s'opère dans l'Église au XIe siècle et qui finit par s'opérer au niveau de la papauté. Je dis qu'il finit par s'opérer parce qu'au fond,
ce grand mouvement de réforme qu'on va appeler la réforme grégorienne, du nom d'un des papes réformateurs, hein, Grégoire VII, qui règne entre 1073 et 1085, mais qui n'est pas le premier. Cette réforme grégorienne, elle poursuit un esprit de réforme qui habite l'Église au moins depuis le Xe siècle et dont on pourrait situer les racines du côté de Cluny et du côté du grand mouvement de réforme monastique. Et cette réforme venue du monde monastique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut transformer l'Église qui n'est pas réellement fidèle à sa mission et qu'elle doit donc se ressourcer, finit par arriver au plus haut niveau de l'Église autour de cette figure des papes. Et la désignation du pape devient à ce moment-là un enjeu. Alors après, un enjeu paradoxal, il faut l'avoir en tête, parce que vous avez évoqué les troubles à Rome des années 1040. Effectivement, on a un certain nombre de troubles. Mais le paradoxe de la réforme dite grégorienne, c'est que elle est lancée par un pape qui s'appelle Léon IX, au fond. Enfin, celui qui est la première figure de réformateur, c'est Léon IX. Or, Léon IX, il est issu du monde impérial. C'est-à-dire que quand le pape Damas II meurt en 1048, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont, au fond, les gens de la curie romaine, vont envoyer une ambassade à l'empereur ottonien, Henri III, pour lui demander qui doit être pape. Donc, la réforme grégorienne commence encore par une réaffirmation du pouvoir impérial, qui désigne un personnage qui s'appelle Brunon, et qui est né à Egisheim, un petit village à côté de Colmar. Et Brunon, désigné, devient pape sous le nom de Léon IX entre 1049 et 1054. Et ce pape va être le premier à importer au niveau, disons, du magistère romain, un certain nombre de principes réformateurs. Et d'ailleurs, Brunon accepte la nomination pontificale que l'empereur lui propose, à condition qu'elle soit confirmée par l'élection du peuple de Rome. Donc, c'est déjà quelqu'un qui manipule les symboles politiques et les symboles religieux. Et Brunon va défendre l'idée, par exemple, que l'élection des évêques, et évidemment l'élection du pape, doit être faite par le clergé et par le peuple, et ne doit plus relever de nomination, en quelque sorte, des princes et des empereurs. Et donc, à ce moment-là, il y a une transformation. Et alors, cette transformation, là, on a un récit, disons, on chevauche à travers les siècles. Là, on vient de faire un millénaire d'histoire du christianisme. C'est une transformation qui est aussi une transformation sociologique. C'est ça qu'il faut comprendre dans la réforme grégorienne. C'est-à-dire que le succès de ce mouvement de réforme, c'est qu'il ne repose pas sur un individu, c'est pas Léon IX, c'est qu'en fait, Léon IX, à ce moment-là, transforme la curie en y nommant toute une série de gens qui sont issus des milieux, disons, de la Lorraine, de l'Alsace, de la Rhénanie, d'un monachisme qui est à la fois acquis à la cause impériale ottonienne et en même temps très sensible à la réforme clunisienne. Et arrive une génération de gens. Et parmi ces gens-là, plusieurs vont devenir papes. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution que Léon IX produit, ça n'est pas simplement les décisions qu'il prend pendant les 5 années de son pontificat, mais c'est aussi les gens qu'il amène avec lui, dont certains vont occuper le titre de cardinal, et ça, justement, c'est un moment tournant aussi dans l'histoire même de la fonction cardinalice. Parmi ces gens se trouve par exemple un personnage qui s'appelle Hildebrand, et qui est très important parce que c'est lui qui est élu sous le nom de Grégoire VII en 1073. Donc la transformation, si vous voulez, réformatrice du XIe siècle, c'est au fond une génération de moines, d'intellectuels, d'administrateurs ecclésiastiques qui d'un seul coup prend le pouvoir à Rome. Qui prend le pouvoir, et il y a un paradoxe dans ce que vous venez de dire, pour bien le clarifier, c'est à la fois des gens qui viennent du monde germanique et impérial, mais dont l'idéal de réforme les en éloigne malgré tout, et qui considèrent qu'il faut que, même venant de ce monde, il faut s'en autonomiser, il faut plaire dans la main de l'empereur, d'autant que l'empereur germanique, Henri III meurt, le successeur est très jeune, donc il y a une marge d'autonomie plus grande dans cette période de minorité impériale dans les années 1050. Mais c'est aussi des gens, comme ils viennent de ce monde germanique, qui ne sont pas dans la main de la noblesse romaine, qui ne sont pas dans la main des puissantes familles romaines, et qui du coup échappent un peu, pour l'instant en tout cas, aux enjeux de pouvoir très locaux qui avaient pu aussi déterminer les élections pontificales. Donc il y a ce double élément qui rend possible cette forme d'autonomisation. Vous avez tout à fait raison, cette révolution symbolique
grégorienne, elle est rendue possible par cette sorte de double distance, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont issus d'un milieu intellectuel, social, spirituel, qui est celui du monde germanique, mais vis-à-vis duquel ils vont, au fond, proposer une sorte de critique de l'intérieur, et d'un autre côté, qui sont à bonne distance de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le jeu des grandes familles romaines, qui est une donnée essentielle de l'histoire de la papauté, c'est-à-dire qu'il faut quand même toujours avoir en tête le fait que la papauté est installée à Rome, et que Rome est en Italie. Ces données sont essentielles pour comprendre pourquoi il y a plus de 200 papes qui ont été italiens et que beaucoup ont été romains. C'est-à-dire que les grandes familles romaines, et là c'est un élément de plus de continuité parce que c'est vrai au Moyen-Âge, mais c'est vrai aussi bien au XVIIe siècle, les grandes familles romaines pèse très fortement sur l'institution pontificale. Donc ce groupe de gens, finalement, va permettre une transformation relativement radicale de la papauté. J'insiste là-dessus parce que, vous l'avez dit, la réforme grégorienne et ses effets sont un grand sujet de discussion historiographique. Dans quelle mesure cette transformation de l'Église a été une transformation de l'ensemble de la société occidentale ? C'est quelque chose qui est extrêmement discuté et on a vu tous les échanges autour de la proposition forte faite par Florian Mazel dans le cadre de la nouvelle histoire du Moyen-Âge. Mais sans entrer dans ces débats historiographiques, il y a quelque chose qu'on peut dire assurément, c'est que la réforme grégorienne a été une transformation radicale du magistère pontifical. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un avant et un après 11e, 12e siècle. Il y a le pape, la figure du pape telle qu'elle existe entre l'Église primitive et le 11e siècle n'a aucun rapport avec la figure du pape qui émerge de ce moment grégorien. Si on donne un point de repère, on peut évoquer la date de 1059, le synode de Latran, au concile de Rome, on peut dire, qui est une réunion d'évêques qui va consister à formaliser l'élection du pape en disant le pape doit être élu par des cardinaux. Alors effectivement, en 1059, à la suite d'une dizaine d'années qui est troublée, complexe, dont l'élection de Léon IX n'est qu'un des épisodes. En 1059, le pape Nicolas II pense qu'il faut régler davantage l'élection pontificale et la régler dans le sens réformateur, c'est-à-dire exclure les laïcs de la désignation. Entre 1049, où Léon IX a été nommé par l'empereur, mais cherche ensuite à s'en distancier, et 1059, si vous voulez, dans cette décennie, l'idée que l'empereur ne peut pas nommer le pape et que ça ne doit pas non plus être des grandes figures de la noblesse romaine qui doivent décider qui est le pape, s'impose. Et il y a cette bulle in nomine domini, 1059, qui impose une élection par les cardinaux. C'est quoi un cardinal ? Alors, c'est tout le problème de savoir ce qu'est un cardinal et ce qu'était un cardinal au XIe siècle. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on a une certaine idée du cardinal qui n'est absolument pas l'idée, si vous voulez, du haut Moyen-Âge. Le cardinal, au fond, alors, c'est une fonction qui n'existe pas au départ dans l'Église primitive. Et entre le 4e et le 6e siècle, un certain nombre de personnages vont commencer à être désignés. Alors, cardinal, c'est d'abord un adjectif, souvent à désigner, on va dire, les prêtres cardinaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces personnages ? Ce sont des prêtres et des diacres qui entourent le pape à Rome et qui sont titulaires des églises romaines. C'est-à-dire, au fond, c'est les prêtres des grandes paroisses romaines vont être les premiers désignés comme cardinaux. Ce qui est important parce que c'est rigoureusement l'inverse de ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec cette mondialisation du cardinalat qui est très récente au fond, mais qui n'a pas du tout qui n'a pas fonctionné comme ça au cours de cette première période. Non, vous avez tout à fait raison. Les cardinaux sont vraiment les ecclésiastiques de Rome au départ. Donc, ce temps-là qui, disons, conduit jusqu'à la fin de l'Empire romain et le début de la période lombarde, c'est un temps dans lequel une partie des gens qu'on désigne comme cardinaux, c'est les prêtres des grandes paroisses romaines. Et puis, à ce groupe, s'ajoutent deux autres groupes. Un groupe de diacres qui sont inférieurs dans la hiérarchie des ordres ecclésiastiques à ces prêtres, mais qui sont les gens qui commencent à faire fonctionner, disons, l'entourage du pape et de la papauté. Et donc ces diacres, on va aussi les appeler les diacres cardinaux. Et puis,
dernier groupe social qui constitue les cardinaux du Haut Moyen-Âge, les évêques des grands évêchés immédiatement voisins de Rome, c'est-à-dire des villes qui aujourd'hui sont la périphérie ou la grande banlieue de Rome, comme Ostie, comme Velletri. Ce qu'on appelle les diocèses suburbicaires. Absolument. Les diocèses suburbicaires fournissent le troisième groupe de cardinaux. Donc, c'est un adjectif, et il y a des évêques cardinaux, des prêtres cardinaux, des diacres cardinaux. Et en fait, au XIe siècle, il y a une sorte de retournement, c'est-à-dire qu'on va créer trois groupes de dignitaires qu'on va appeler les cardinaux. Il va y avoir les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres. Mais ce processus ne va pas de soi dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en 1059, on décide que le pape doit être élu seulement par les cardinaux évêques. Et ça, c'est peu de gens. C'est-à-dire que dans un premier temps, ces diocèses suburbicaires, c'est 7 personnes. Donc ce seraient en fait les 7 évêques les plus prestigieux du territoire romain qui choisiraient le pape. Et puis finalement, il y a des conflits à la fin du XIe siècle qui sont assez compliqués. Et il y a des discussions internes au groupe dirigeant de l'Église romaine qui va progressivement produire un élargissement de la notion de cardinal, et en particulier de cardinal électeur. Et finalement, on va admettre que ceux qui peuvent désigner le nouveau pape, c'est l'ensemble de ces gens qu'on appelait des cardinaux, les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres, les cardinaux diacres, sachant qu'il y a une dignité plus grande et qu'il y a un cursus honorum à l'intérieur des cardinaux, c'est-à-dire que souvent on commence cardinal diacre et puis on essaye de finir cardinal évêque. Et c'est en 1130, pour l'élection d'Innocent II, que pour la première fois, on peut parler de ce qu'on appelle à ce moment-là, qu'on va commencer à appeler le Sacré Collège, c'est-à-dire l'assemblée de tous les cardinaux qui sont en fait les gens qui se réunissent ces jours-ci à Rome. Sachant que, évidemment, si on le désigne, ce Sacré Collège, comme le corps électoral, avec un terme anachronique, mais c'est le corps électoral qui élit le pape, ça devient super important, comme dans toutes les élections, de définir le périmètre de ce corps électoral et éventuellement de remplir ce corps électoral des bonnes personnes. Dire que qui fait les cardinaux par la suite devient un enjeu clé pour les successions pontificales ultérieures. Absolument, et c'est le pape qui fait les cardinaux, mais là aussi, il faut faire de l'histoire sociale de l'Église, le pape fait les cardinaux sous contrainte. Et ça, c'est vrai au XIe siècle comme aujourd'hui, c'est-à-dire que la nomination des cardinaux est censée, tout au long de l'histoire de la papauté, refléter les besoins de l'institution, refléter le mérite spirituel, mais refléter aussi les rapports de force internes à la papauté. Donc, les grandes familles romaines, par exemple, essaient toujours d'avoir un cardinal dans la famille, parmi ceux qui ont fait carrière dans l'Église. Puis, progressivement, un certain nombre de puissances territoriales émergentes en Europe vont chercher à avoir aussi des cardinaux qui seront originaires de leur territoire ou qui seront liés particulièrement à eux. Les ordres religieux vont progressivement également investir les fonctions cardinalices, et un des enjeux sera de savoir si les cardinaux appartiennent ou pas à certains ordres religieux. Toutes choses qui ont encore des effets aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte de géopolitique du cardinalat qui s'est aujourd'hui transposée à l'échelle du monde, mais qui a déjà sa logique dès le XIIe siècle, lorsque le pape nomme les cardinaux. Alors on comprend bien l'idée que pour cette Église qui se réforme, désigner elle-même le pape est un enjeu majeur. C'est un enjeu, mais c'est aussi un risque, dans la mesure où l'élection, toute élection peut être contestée, toute élection peut être l'occasion de division. C'est pas une procédure unanimiste. Par l'élection. En tout cas, ça l'est pas toujours. Donc comment on s'arrange avec ça dans une institution qui vise l'unité pour que les élections ne soient pas des brisures, des déchirements, des moments de doute ou d'inquiétude? C'est une question très importante, et lorsque vous le dites, ça permet de souligner le fait que ces institutions s'inventent au fur et à mesure. C'est-à-dire que là encore, on a le propre des institutions, c'est en général de masquer leur propre transformation. Donc, elles s'inventent au fur et à mesure, et lorsque on réserve l'élection aux cardinaux, pour autant, on n'anticipe pas forcément un certain nombre de difficultés qui vont se poser, et en particulier la transformation du Sacré Collège, du Collège des cardinaux, en une sorte de champ de bataille entre différentes factions, entre différents partis. Batailles qui parfois sont arrivées jusqu'à produire de vraies divisions qu'on appelle les schismes. Donc, il arrive que la désignation du pape soit un sujet de discorde tel
que pendant un certain temps, on puisse avoir deux papes, et c'est un phénomène. L'épisode le plus fameux, c'est ce qu'on appelle le grand schisme à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, mais les schismes sont des événements, sinon quotidiens, du moins fréquents dans l'Église de la deuxième partie du Moyen-Âge. Alors pour limiter ces risques de schisme, puisqu'il y en a eu dès 1130, en 1179, au Concile de Latran III, le pape Alexandre III propose là aussi ou impose une nouvelle constitution avec une règle qui est toujours en vigueur, mais dont on verra qu'elle a connu toute une série de transformations, qui est la règle des 2/3. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour qu'il n'y ait pas de brisure au sein de l'Église, pour qu'il y ait une majorité forte autour de la nouvelle figure du pape, il faut que l'élection se déroule non pas à la majorité absolue, mais à une majorité qualifiée des 2/3, ce qui veut dire rassembler quand même une partie importante du collège cardinalice. Et cette règle des 2/3, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante encore aujourd'hui pour comprendre pourquoi le candidat est souvent un candidat de consensus. Et on l'a souvent dit au cours de l'histoire de la papauté, certaines des personnalités les plus fortes du collège cardinalice ne sont jamais devenues papes. Et ne sont jamais devenues papes parce que c'est des personnalités qui étaient clivantes à un point que finalement l'élection se serait jouée à 1 ou 2 voix près. Et quand on voit les résultats des élections contemporaines depuis une quinzaine d'années, où souvent les majorités tiennent à très peu de choses, on comprend qu'un système dans lequel on doit avoir 67% des votes d'un collège est un système qui oblige à trouver des formes de consensus, y compris parfois par le choix d'une personnalité plus modérée, plus terne, on pourra dire, en tout cas plus consensuelle que celle d'autres candidats écartés par avance. En indiquant que, sauf erreur, pour l'instant, il n'y a pas de fermeture des candidatures réservées aux seuls membres du collège des cardinaux. C'est-à-dire que peut être désigné pape quelqu'un qui était extérieur, qu'on va aller chercher justement parce qu'on ne parvient pas à se mettre d'accord sur un des cardinaux, personnalité trop forte ou trop clivante. On va aller chercher en dehors de ce collège quelqu'un qui pourra être cette figure intermédiaire de compromis dont on a besoin. Effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu, mais l'élection pontificale est réservée aux cardinaux en tant qu'électeurs. En revanche, elle n'est pas réservée aux cardinaux en tant qu'éligibles. Tout le monde, enfin tout clerc en théorie peut être élu pape, et même s'il est rare que ça se porte, et alors à l'époque contemporaine ça n'est pas rare, ça n'arrive plus, que ça se porte sur des personnages secondaires, disons de la hiérarchie ecclésiastique, c'est arrivé un certain nombre de fois. Et si on prend par exemple le XIVe siècle, qui est la période sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, c'est arrivé que les cardinaux se mettent d'accord sur un archevêque. Par exemple, Bertrand de Gaux, 1305, archevêque de Bordeaux, qui devient le pape Clément V. Bertrand de Gaux n'était pas cardinal, il était archevêque de Bordeaux. Donc, il arrive qu'on puisse choisir quelqu'un à l'extérieur du Sacré Collège sur lequel les suffrages puissent se porter, même si c'est tout de même rarissime. Cette majorité des 2/3, ça implique d'arriver à produire des consensus. Ça provoque sans doute aussi un allongement des discussions, puisque pour que tout le monde finisse par être d'accord, il faut parfois des jours, des semaines, des mois. Il y a une tendance sans doute à l'allongement des discussions, et ça va être une des clés de ce qui va provoquer la cristallisation, ce qu'on appelle aujourd'hui un conclave. C'est le fait que parfois on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. On retrouve en fait le problème qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire qu'on trouve une solution qui crée de nouveaux problèmes. Donc on décide que ce doit être seulement les cardinaux qui désignent le pape, mais alors on a ces phénomènes de division. On décide la règle des 2/3, mais alors ça produit un ralentissement de la désignation. Vous avez raison, et un ralentissement de la désignation qui, évidemment, va susciter dans le peuple chrétien une désapprobation très forte. C'est un phénomène qui se pose dès le début du XIIIe siècle. Par exemple, en 1216, à Pérouse, meurt le grand pape du début du XIIIe siècle, Innocent III, et les cardinaux mettent du temps à désigner son successeur, et c'est finalement les habitants de Pérouse qui font pression sur les cardinaux rassemblés pour qu'ils désignent le pape. Et quelques décennies plus tard,
en 1268, les cardinaux sont réunis à Viterbe et c'est un moment particulièrement célèbre de l'histoire de la papauté parce que c'est un interrègne particulièrement long. En fait, il faut 3 ans entre 1268 et 1271 pour désigner le nouveau pape, le pape Grégoire X. Et alors, là, il y a une prise de conscience d'un moment, disons, de distension extrême du temps. Et ce nouveau pape, Grégoire X, qui est le pape qui convoque le concile de Lyon II en 1274, qui est un concile très important de transformation de l'Église, après le concile de Latran IV en 1215. Parmi les transformations qui sont décidées au concile de Lyon II, il y a une bulle qui s'appelle Ubi Periculum, 1274, qui crée le conclave. C'est-à-dire que jusque-là, les cardinaux se réunissaient, c'était une assemblée de cardinaux, mais désormais, on va lui donner un nom qui vient de cum clave, en latin, ça veut dire avec la clé, c'est-à-dire qu'en fait, ça désigne la clôture de l'assemblée cardinalice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on décide qu'après les 10 jours de deuil, les cardinaux doivent se rassembler et que cette réunion doit se faire à huis clos, dans un bâtiment lui-même fermé, avec des conditions de vie relativement austères, et que les cardinaux ne pourront pas sortir tant qu'ils n'auront pas nommé un nouveau pape. Donc évidemment, ça va réduire considérablement le temps d'attente en théorie, et dans un premier temps, ça va fonctionner. Alors, il faut comprendre que si la décision prise par Grégoire X au Periculum est faite dans le contexte du concile de Lyon II, c'est parce que les cardinaux n'y étaient pas favorables. Le concile de Lyon II est l'occasion pour le pape de s'appuyer sur les évêques et sur l'Église d'Occident pour imposer une règle que les cardinaux voyaient d'un mauvais œil parce que, au fond, et on en reparlera peut-être, il y a une tension entre pape et cardinaux. Et le principal pouvoir des cardinaux, c'est le pouvoir de désignation. Donc au fond, exercer ce pouvoir de désignation, et quand bien même on l'exercerait en prenant le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une prérogative des cardinaux qu'ils ont estimée réduite par la décision de 1274. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ce premier proto-conclave avant que le mot vraiment n'apparaisse de 1268-1271, dont a fini par émerger effectivement Grégoire X, parce qu'il y a toute une série d'histoires qui circulent à ce propos. Dans quelle mesure ce sont des légendes urbaines, on peut en discuter, mais on dit que les habitants de Viterbe, excédés par la lenteur des opérations, auraient enlevé le toit pour exposer les cardinaux aux intempéries, qu'ils les auraient déjà enfermés à clé avant que ce soit fixé par la bulle de 1274, que déjà il y aurait eu cette fermeture improvisée, on va dire, à clé pour enfermer les cardinaux. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a engendré cette transformation? Difficile de dire ce qui s'est passé exactement, mais ce qui est clair, c'est que cette abondance de récits, qui pour la plupart sont postérieurs, qui sont transmis par des chroniques dont on ne connaît pas exactement la nature documentaire, cette abondance de récits montre qu'il s'est passé quelque chose. Et effectivement, la légende voudrait qu'on ait même enlevé le toit du bâtiment pour que... comme vous l'avez dit, exposés aux intempéries, les cardinaux puissent être obligés de choisir plus rapidement le nouveau pape. Mais je l'ai dit déjà, à Pérouse en 1216, la question s'était posée. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'organisation de la désignation des nouveaux papes. Et donc l'épisode de Viterbe est en quelque sorte une sorte de lieu de mémoire de ce problème. L'élection a été si difficile à cette occasion que, d'une certaine manière, le souhait des chrétiens est de ne plus revenir à ça. Après, il faut bien avoir en tête que cette rupture de 1274, elle est en réalité très contrariée. C'est-à-dire que les 2 élections pontificales suivantes, pour des papes qui ne règnent que quelques mois, sont faites selon les règles édictées par Grégoire X, mais dès le pape Jean XXI, le texte est abrogé. Et on revient dans un moment où on ne sait pas, Jean XXI abroge le texte sans le remplacer, il meurt, et on se trouve sans certitude autour de l'organisation du conclave. Et puis c'est, quelques années plus tard, le pape Célestin V qui reprend le texte de Grégoire IX, qui précise, et ça c'est important, qu'il s'applique même en cas de démission, puisque Célestin V, c'est le fameux pape
qui a fait ce précédent, c'est-à-dire la démission en 1295, qui va ouvrir la porte au pape Boniface VIII, mais qui va ouvrir surtout la porte à la question qui est désormais posée dans l'Église, qui s'est posée récemment avec le pape François quand il était très malade, mais au fond la question n'a pas eu le temps de prospérer, qui a été une question posée à Benoît XVI et il a décidé de démissionner, c'est-à-dire cette idée que le pape pourrait démissionner et qu'il faut ensuite désigner un successeur dans les mêmes conditions qu'il ait démissionné ou qu'il soit mort. Donc là, on est à l'extrême fin du XIIIe siècle, mais on voit que cette idée de conclave, c'est-à-dire cette idée de contrainte exercée par l'environnement sur les cardinaux pour hâter la décision de la nomination d'un nouveau pape, elle ne fait pas l'unanimité. Et qu'elle est combattue, en fait, année après année. Au début du XIVe siècle, encore, le conclave n'a rien d'évident. Dans ce que vous avez dit, je remarque deux choses. D'abord, Pérouse, Viterbe, on n'a évidemment pas encore la chapelle Sixtine, qui est construite bien plus tard, mais on n'a pas non plus de fixation spatiale définitive de la papauté. Et, les papes ont des résidences d'été, ils circulent, et donc le lieu du conclave n'est pas un lieu déterminé. Et puis, on a des papes qui sont en interaction avec les pouvoirs urbains, avec les sociétés urbaines, avec un entourage social qui n'est pas que ecclésiastique, même si l'Église est autonomisée moralement, spirituellement, elle est obligée de composer aussi avec les autorités urbaines, par exemple des lieux où on se rend. Donc ça veut dire que c'est une papauté qui n'a pas le degré d'autonomie territoriale et institutionnelle, disons aussi abouti qu'au XVIe siècle, par exemple. Non, tout à fait. Au XIIe, XIIIe siècle, la papauté est une forme originale de pouvoir qui a à la fois une prétention universelle, c'est-à-dire sur le christianisme occidental, et d'un autre côté qui essaie d'exercer un pouvoir local qui rentre en conflit ou en contradiction avec un certain nombre d'autres types de souveraineté en Italie, et d'autres types de pouvoirs à Rome, puisque les grandes familles, les grands barons romains sont parfois hostiles à la papauté. Donc en fait, la papauté est centrée sur Rome au XIIe, XIIIe siècle, mais c'est une institution qui d'ailleurs est encore très légère du point de vue du nombre de personnes qui composent la curie. On parle de quelques dizaines à quelques centaines de personnes à ce moment-là, à peine, et avec une mobilité qui est très grande. C'est-à-dire qu'on estime qu'au XIIe et XIIIe siècle, les papes passent environ seulement la moitié de leur temps à Rome. Et ils se déplacent dans une zone qui est principalement la zone qui correspondrait aujourd'hui au Latium, puis à l'Italie centrale. Et effectivement, ils ont des palais à Pérouse, à Viterbe. Et dans ces palais, ils font fonctionner en quelque sorte leur magistère moral et aussi ce qu'ils commencent à construire comme leur autorité politique, mais sans avoir un domaine temporel extrêmement délimité. Et du coup, la papauté a une forme de fragilité qui fait qu'elle est très souvent à la merci des seigneurs romains, des grands barons d'Italie centrale. Et c'est dans ce contexte de fragilité qu'il faut replacer l'installation de la papauté à Avignon au XIVe siècle, qui est un tournant dans cette histoire parce que Avignon est une sorte de proto-expérience politique de sédentarisation. C'est-à-dire qu'à Avignon, les papes ne vont presque pas bouger. Ils vont rester quasiment près d'un siècle centrés sur la ville d'Avignon, qui ne leur appartient pas au départ, parce qu'elle est la propriété des comtes de Provence qui sont rois d'Anjou, mais centrés sur Avignon, centré sur le Palais des Papes qui est construit à ce moment-là et qui devient en quelque sorte un organisme de gestion bureaucratique, administrative, spirituelle de l'Église. Et ça n'est d'ailleurs pas par hasard, si on revient à votre point de départ, qu'il y a une des ailes du Palais des Papes qu'on appelle l'aile du conclave, parce que c'est à Avignon que pour la première fois on désigne un espace spécifique pour le conclave. Alors cet espace il va ensuite varier à Rome. Et aujourd'hui, on a l'habitude de considérer que c'est la chapelle Sixtine. La première fois que la chapelle Sixtine accueille le conclave, c'est à la fin du XVe siècle. Mais en fait, on a des conclaves qui se déroulent ailleurs et jusqu'au XIXe siècle. C'est vraiment depuis la fin du XIXe siècle que la chapelle Sixtine est le seul lieu d'élection du conclave. Mais disons qu'on a cette forme de mobilité et l'expérience avignonnaise et la construction de la
principauté pontificale qui correspond au Comtat venessin, c'est-à-dire grosso modo le département du Vaucluse actuel, est une sorte d'expérimentation, de laboratoire politique, comme l'a montré Valérie Thès dans son livre sur le gouvernement pontifical du Comtat venessin, qui est ensuite réexporté en Italie centrale, où à partir de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, on construit ce qu'on appelle les États pontificaux, et qui sont en fait le domaine sur lequel le pape est prince temporel, et ça jusqu'à la fin, enfin jusqu'en 1870, disons, avec la chute de Rome et la proclamation de la République italienne, y compris de la monarchie italienne, y compris avec Rome comme capitale. Donc, une histoire très progressive, et cette localisation de l'Église, elle va avec la localisation du conclave d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on sait des pratiques concrètes, notamment d'écriture, qui entourent l'élection pontificale durant cette période médiévale? Récemment, le film Conclave nous a fait rentrer de manière très méticuleuse dans les petits papiers pliés, déposés dans l'urne, avec quelque chose peut-être exagéré, mais en tout cas qui est montré comme très ritualisé, très méticuleux. Est-ce qu'on sait si ces cardinaux écrivent des noms sur des bulletins, si ça se fait de manière orale? Est-ce que l'écrit joue un rôle? Alors, on sait beaucoup moins de choses qu'on en sait aujourd'hui. Évidemment, l'écrit joue un rôle dans le sens où c'est une société qui est en train de se transformer, et l'écrit est une sorte de nouvelle technologie, au fond, dans le monde de la fin du Moyen-Âge, mais les clercs en sont les dépositaires. Donc, la papauté est à l'avant-garde, si on veut, d'une certaine façon, des pratiques d'écriture. Mais on ne sait pas autant de choses que ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs manières de désigner le pape. Le vote à bulletin secret que vous évoquez, que vous avez raison d'évoquer, n'est qu'une des manières de désigner le pape. On en distingue traditionnellement trois. C'est-à-dire, le vote à bulletin secret, c'est le départage, je dirais, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais c'est le scrutinium qui est à l'origine de notre scrutin? C'est ça. Mais en fait, il y a deux autres voies possibles. Et la voie la plus honorable et la plus prisée, c'est la voie d'inspiration. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le Saint-Esprit inspirerait le Sacré Collège, et qu'un nom sortirait immédiatement d'une sorte de premier tour de table, si vous voulez. Ça, c'est, je dirais, l'option inspirée, qui est une option sans vote. Et puis, il y a une deuxième option, et c'est très intéressant sur les pratiques délibératives encore aujourd'hui, y compris celles qui sont portées par un certain nombre de courants démocratiques critiques du scrutin majoritaire, c'est la voie de consensus. C'est-à-dire que là, on discute, on n'est pas d'accord au départ, on discute mais on ne vote pas, et on voit se dégager progressivement de la discussion une majorité qualifiée des 2/3 autour de tel ou tel candidat. Et donc le vote n'est qu'une des possibilités finalement de cette pratique du conclave. Il faut avoir en tête le fait qu'on parle à l'époque d'un groupe restreint de cardinaux. C'est-à-dire qu'à Avignon au XIVe siècle, on est le plus souvent entre 15 et 20 cardinaux. Donc il s'agit de mettre ensemble et de mettre d'accord des gens qui se connaissent bien, qui habitent tous au même endroit, puisqu'on n'est pas du tout dans une papauté mondialisée. Et finalement, le jeu est beaucoup plus fermé, je dirais, que dans un contexte où on a plus d'une centaine de cardinaux qui... C'est plus une réunion du FR qu'une AG. C'est ça. On est loin de l'AG. On est une réunion de gens qui se connaissent depuis assez longtemps, et qui vont interagir en ayant toute une série d'arrière-pensées, et dans des cadres qui sont déjà cristallisés pour beaucoup. Après, comme les élections universitaires, il y a régulièrement des surprises. C'est des élections où les discours tenus sur ces élections sont toujours mêlés entre le discours spirituel, on va choisir le meilleur, celui qui est que Dieu voudrait, celui qui incarne le mieux l'Église, mais aussi des considérations plus prosaïques qui parfois sont dites par les contemporains, y compris parfois par des cardinaux eux-mêmes, qui disent voilà, lui il est allié avec un tel, lui il est favorable aux Angevins, lui il est favorable aux Français, etc. Donc ces deux registres se superposent en permanence dans les attendus de ces élections. Oui, puisque le pouvoir pontifical a cette double nature spirituelle et temporelle, et donc celui qui doit l'incarner, au fond, doit être à la fois un exemple spirituel, et puis il doit avoir une capacité d'action temporelle. Donc la position temporelle du pape, c'est-à-dire
prises de position vis-à-vis des grands pouvoirs temporels, l'empereur, puisque une grande partie du XIIIe siècle est dominée par la lutte entre la papauté et l'empire, les souverains, et au XIVe siècle en particulier les souverains français, puisque c'est par un abus de langage qu'on désigne la papauté d'Avignon comme une papauté française, puisqu'Avignon n'est pas en France, c'est pas le royaume de France. La Provence ne rejoint le royaume de France qu'à la fin du XVe siècle. Mais en même temps, il y a une proximité avec le royaume qui est assez grande, et il y a une sociologie de la papauté du XIVe siècle qui fait que les sujets du roi de France sont nombreux à être à Avignon et donc à jouer un rôle dans les rouages. Le roi de France joue au XIVe siècle un rôle qui est important dans ce que les électeurs ont en tête au moment de porter leur suffrage sur tel ou tel personnage. Et donc effectivement, la désignation d'un nouveau pape est pleine d'arrière-pensées. On cherche à désigner quelqu'un qui va pouvoir défendre l'Église, qui soit puissant, mais qui en même temps ne le soit pas trop ou ne soit pas réputé trop puissant, parce qu'on a aussi là des surprises. Il y a une histoire célèbre qui est l'élection du pape Jean XXII. Donc Jean XXII est élu en 1316. J'ai parlé tout à l'heure de Clément V qui a été élu en 1305 et qui est le pape qui va au fond installer d'une certaine façon la cour pontificale de manière plus pérenne dans la région d'Avignon, mais pas vraiment à Avignon. Au départ dans la région, peu à peu à Avignon, mais la curie campe à cet endroit-là, parce que la curie est d'abord, au fond, une institution qui est nomade. Et puis c'est le pape Jean XXII, élu après 2 ans. Et là, il faut rappeler que, justement, je le disais tout à l'heure, il y a des allées et venues, c'est-à-dire qu'on régule le conclave, mais en fait, il se dérégule. On dit que le conclave doit être secret, mais tous les ambassadeurs savent ce qui s'y passe. Et le pape Jean XXII, élu au bout de 2 ans, est réputé avoir été élu parce qu'il était âgé. Ce qui est une discussion qui est toujours d'actualité. Tout à l'heure, donc, je lisais cet article de Libération qui parlait des candidats putatifs à l'élection pontificale et qui désignait tous ceux qui avaient autour de 60 ans comme trop jeunes. Trop jeunes parce que risquant d'être pape trop longtemps. Alors, Jean XXII... Il avait 72 ans. Il s'appelle Jacques Duez, il avait 72 ans, et les récits de l'élection disent que, voilà, il y avait... Alors, les récits d'élection pontificale, c'est toujours des petits sketchs. Donc, il y avait une sorte de vieux gars, au fond, que personne ne remarquait trop et qui ne s'était pas trop fait remarquer. Après, Jacques Duez, c'est pas n'importe qui, c'est un évêque qui avait été très important. Il avait été chancelier du roi de Sicile, donc c'est pas un personnage secondaire, mais disons que c'était un personnage qui n'était pas proéminent à ce moment-là dans le contexte de la curie. Et c'est Jacques Duez qui a fixé ces fameux 2/3 de vote qui étaient nécessaires pour devenir pape. Or, Jacques Duez, dont on dit qu'il avait 72 ans, a régné encore 18 ans, donc il faut imaginer qu'il serait mort à 90 ans. Bon, on ne connaît pas exactement les dates de naissance de ces personnages, mais il a régné 18 ans et le règne de Jean XXII de 1316 à 1334 est un des tournants de l'histoire de l'Église médiévale. C'est-à-dire que Jean XXII va transformer de fond en comble l'ensemble de l'administration pontificale, va réviser toute une série de points de dogme, va être une des grandes figures de la lutte contre ce qu'il va désigner comme l'hérésie. Donc, c'est un personnage qui a été considéré comme un pape de transition et qui s'est révélé être un pape essentiel dans l'histoire de la papauté. Donc vous voyez que ces procédures de vote, elles donnent lieu à toute une série de surprises. Surprise, on peut sans doute l'évoquer aussi en 1378, puisque là, le principe du conclave, assez bien établi maintenant, dysfonctionne, ou alors en tout cas, il n'est pas capable de contenir le potentiel de trouble qu'est le retour à Rome, un retour à Rome qui se passe mal et qui débouche sur l'élection en plusieurs temps de 2 papes différents. Et vous l'avez dit, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que ça va durer 40 ans. Effectivement, en 1378, on est dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que depuis plus de 70 ans, la papauté n'est plus à Rome. Enfin, Urbain V, en 1367, était revenu brièvement, mais dès la mort d'Urbain V, en 1370, la papauté se réinstalle à Avignon avec Grégoire XI. Et au moment de la mort de Grégoire XI, la décision avait été prise de revenir à Rome, définitivement. Tout au long du XIVe siècle, en fait, on parle sans cesse de ce retour à Rome.
Et en 1378, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on élit un pape à Rome et qu'on élit un pape qui, à ce moment-là, est italien et va refixer la papauté à Rome. Sauf que très vite, ce pape se met à dos une grande partie. Oui, on n'a pas élu le des plus cardinaux. consensuel en termes de personnalité, apparemment. Absolument, on n'a pas élu le plus consensuel. Il se fâche avec toute une partie des cardinaux, et donc les cardinaux, ceux des cardinaux qui étaient modérés ou hésitants, regrettent leur choix. Et se réunissent à nouveau et élisent un nouveau pape, qui lui est un pape considéré comme français, en fait, Robert de Genève, mais donc, disons, de la faction française et puis francophone, qui leur promet de revenir à Avignon, où était encore située une grande partie de l'appareil d'État. C'est-à-dire que si le grand schisme a pu prospérer, c'est aussi parce qu'il y avait une division, je dirais, de deux camps qui chacun avait des forces à faire valoir. Souvent, oui, il y avait un lieu alternatif. C'est ça, souvent les schismes se sont résolus très rapidement et c'est pour ça qu'on les connaît peu. En revanche, là, on a un schisme qui perdure parce que à Rome, il y a une forme de légitimité symbolique forte et puis il y avait la papauté qui était ancrée dans toute une série de lieux et de pratiques jusqu'au début du XIVe siècle. À Avignon, il y a ce palais qui est administré, dans lequel est situé ce qui est devenu une formidable bureaucratie, extrêmement efficace. Et donc, les deux camps se font face entre 1378 et 1417. C'est au Concile de Constance que sera finalement résolu ce grand schisme. Donc effectivement, là, une élection qui dysfonctionne, qui montre bien que l'organisation du conclave ne permet pas de résoudre l'ensemble des problèmes et qu'il y a des formes de tensions sociales et politiques qui traversent le Sacré Collège et qui parfois excèdent les procédures qui ont été prévues. Peut-être pour terminer, on peut élargir un petit peu à partir de cette élection pontificale qui est au fond assez atypique au Moyen-Âge dans la mesure où elle a été formalisée de manière assez précoce avec beaucoup de textes qui l'ont formalisée et également dans la mesure où la règle est assez simple et claire, elle n'est pas toujours respectée, mais bon, 2/3, un collège bien délimité. Au Moyen-Âge, on élit beaucoup, contrairement peut-être à des idées reçues, mais on élit dans des conditions souvent plus complexes. Pour élire le doge de Venise, il faut 14 étapes et tours de scrutin. On élit parfois des rois. Donc le principe électif, en fait, il est plus large au Moyen-Âge et l'élection pontificale en serait peut-être une forme très aboutie parce que l'enjeu, on l'a vu, est fondamental, mais en réalité, c'est une forme très aboutie de quelque chose qui est plus diffus et aussi plus complexe dans les façons de procéder en fonction des lieux, des enjeux, quand on élit des magistrats urbains ou des recteurs d'université ou encore des rois ou des souverains de tel ou tel endroit. Il y a plein de manières d'élire et il y a plein de conceptions de l'élection. Oui, et c'est très important de comprendre que le vote est omniprésent dans la culture sociopolitique médiévale. On a, nous, une vision souvent un peu naïve du vote et une sorte d'équivalence entre vote majoritaire et démocratie. Et modernité. Et modernité. En réalité, ça ne va pas du tout de soi. C'est-à-dire qu'on peut voter dans des systèmes qui ne sont pas démocratiques. On peut avoir des expressions démocratiques qui ne passent pas par le vote majoritaire. L'étude du Moyen-Âge le montre bien. Donc effectivement, l'élection pontificale, c'est un des moments, c'est un des symboles de cette présence des procédures de vote. Mais vous avez raison de rappeler qu'en fait, au Moyen-Âge, on vote beaucoup. On vote dans les institutions communales. Alors Venise est un exemple avec le doge, mais même quand il s'agit de désigner des magistrats urbains, on vote sans cesse. Alors on vote selon des procédures qui sont très complexes. Les procédures municipales, communales, médiévales sont souvent très complexes parce qu'on a des formes de représentation de différents collèges. Après, elles ne sont pas plus complexes que des votes dans le système universitaire contemporain. On a une diversité de collèges selon chaque catégorie de personnel, où on a des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels d'appui à la recherche, des personnalités extérieures qui sont nommées, qui à la fin vont aboutir à un conseil d'administration qui parfois sera paralysé parce qu'avec tout ce système, on a des décisions. C'est-à-dire, il faut, disons, essayer de rendre plus familier le Moyen-Âge qui nous paraît bizarre ou absurde. Donc, on vote beaucoup au Moyen-Âge. Et on vote beaucoup selon des règles de répartition qui sont compliquées. Et un des endroits où on vote le plus, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'on vote dans les ordres monastiques, on vote pour désigner des abbés, les chanoines des chapitres votent, et on vote jusqu'à la tête de l'Église. Alors après, il faut bien concevoir que ce vote a une
fonction sociale. Et ce vote, au fond, c'est un outil de fabrication du consensus et c'est un vote qui est pondéré. C'est-à-dire que tout le monde ne vote pas à égalité. On n'est pas dans cette sorte d'utopie libérale et démocratique consistant à penser que chaque individu est une voix. Oui, il faut peut-être rappeler ces deux termes latins qui sont la sanior et maior pars. La maior pars, c'est la part la plus grande, donc ce qu'on considère aujourd'hui comme légitime, une majorité permet d'être élu, mais parfois c'est la meilleure part, la sanior pars, composée de gens plus vénérables, plus sages. Ils sont moins nombreux, mais leur voix compte plus. Oui, on est dans des systèmes qui, au fond, sont des systèmes de type oligarchique. Et on peut dire que, alors Venise est l'archétype de ce système oligarchique, mais l'essentiel des institutions urbaines médiévales sont gérées selon des logiques qui sont des logiques oligarchiques. Alors dans le cas de la papauté, effectivement, les choses sont un peu plus complexes parce que les cardinaux constituent une sorte d'oligarchie, une oligarchie culturelle, sociale, politique, mais une oligarchie qui existe l'espace d'un instant en tant que corps électoral, et c'est bien une des grandes questions de la papauté médiévale, c'est-à-dire au fond, est-ce que les cardinaux sont dépositaires de la plenitudo potestatis? Est-ce qu'ils ont la plénitude de puissance que le pape possède quand le pape est mort? Et la réponse est non. En fait, les cardinaux tentent de s'en emparer, c'est un débat au moment de l'élection de Clément V, mais la réponse est non. Parce que, au fond, lorsque le pape est mort, les cardinaux n'ont que le pouvoir d'élire le nouveau pape. Et donc, cette oligarchie va aboutir à une forme de monarchie absolue. C'est-à-dire que toute l'Église médiévale et toute l'Église catholique, au fond, est l'histoire d'une conflictualité qui ressurgit aujourd'hui, qui a été très importante au moment de Vatican II, autour de la collégialité qui s'oppose au principe de cette monarchie absolue qui est encore aujourd'hui, d'une certaine façon, l'Église. Et la balance entre ces deux pouvoirs, elle est exprimée par ce moment très particulier du conclave où, pour quelques jours, il n'y a pas de souverain absolu de l'Église et c'est une communauté d'hommes, puisqu'on est dans une histoire purement masculine, c'est une communauté d'hommes qui va décider collectivement du sort de l'Église. Merci beaucoup Étienne Hanheim. Je ne vous demanderai pas votre pronostic pour le conclave à venir, mais on peut indiquer en revanche que Renaud Villard a écrit dans les Annales en 2009 un article intitulé « Le conclave des parieurs, Paris, opinion publique, continuité du pouvoir pontifical à Rome au XVIe siècle » qui rappelle, vous l'avez dit, que cet enjeu du pronostic et des paris n'a pas attendu l'époque contemporaine et les bookmakers anglophones pour exister. Non, on spécule depuis très longtemps sur l'issue du conclave. On dit souvent que celui qui entre pape au conclave en sort cardinal. Et dans cet article des Annales publié en 2009, Renaud Villard, qui était à l'époque historien et chercheur en histoire et qui est aujourd'hui le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc une autre vision du conclave à travers ces gens qui sont souvent assez âgés, avait écrit cet article formidable qui s'appelait « Le conclave des parieurs » en montrant comment dans la Rome du XVIe siècle, au fond, le peuple se passionnait pour le conclave et passait son temps à parier sur les résultats. Passait son temps à parier sur les résultats à tel point que, en quelque sorte, l'opinion publique du peuple romain finissait par être une sorte d'alternative à ce qui était en train de se dérouler au conclave et qu'on a fini par interdire ces paris. On mettra la référence sur le site de Parole Histoire. On rappelle aussi que sur tous ces enjeux de l'élection pré-moderne, il y a le livre important d'Olivier Christin, Vox Populi, qui a fouiller en grand détail cela. Il y a également un article intitulé « Le lent triomphe du nombre » sur laviddesidées.fr qu'on pourra mettre en lien. Merci beaucoup Étienne Hanheim. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.